sur les bonnes pratiques en management de projet. L'idée, c'est de partager avec vous des bonnes pratiques et l'expérience de collaborateurs de nos équipes. Dans le cadre de ce webinaire, il sera animé par moi-même, Guillaume Vidal, directeur de Vaelia, et par deux acteurs de la gestion de projet du groupe NVL, qui sont Clément Ribeiro et Adrien Corsini, qui sont tous les deux des acteurs clés chez nous dans le groupe NVL et dans les actions que Vaelia peut mener, de la notion de gestion de projet. Je leur laisserai ensuite la parole pour qu'ils puissent se présenter et présenter leur démarche, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils connaissent et qu'est-ce qui leur paraît aujourd'hui des bonnes pratiques. Les différents points que nous allons aborder sur le management de projet ensemble aujourd'hui, ce sont 2021, c'est quoi un projet? Est-ce que ça a beaucoup changé depuis la notion de projet? On ne va pas remonter jusqu'au Fordisme, mais quelque part, on va évoquer qu'est-ce que c'est le projet. La notion de checklist, très souvent, quels sont les points clés du projet? Voilà. Ensuite, un autre point important, le projet, on le sait, ce ne sont pas que des process, ce sont beaucoup des hommes et des femmes. Et je sais qu'avec Romain, avec Adrien et Clément, on a beaucoup échangé là-dessus, sur cette notion de l'humain, la communication entre les gens. Et il y a un point qu'on oublie souvent et qu'on a, nous, évoqué en préparant ce webinaire, c'est comment on finit un projet. Qu'est-ce que c'est un projet? Ok, il y a un déroulé, il y a des phases de production, mais il y a surtout une fin. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'un projet se finisse correctement et se finisse sur de bonnes bases? Donc, c'est tous les éléments qu'on va vous présenter, qu'on va débattre, présenter un peu notre démarche par rapport à ça et quelle on vous fera participer. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fil de l'eau. Je m'en occuperai pour les poser à Adrien et Clément et on fera des questions-réponses à la fin du webinaire. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la main à Clément pour qu'il puisse faire sa partie de présentation et je vous accompagne là-dessus. Clément, tu vas pouvoir reprendre la main. Voilà. Je reprends la main. Un petit instant, le temps de partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, Clément. Voilà. Levez la main aussi sur le chat. Vous voyez l'écran. Parfait. Hop. Clément, je t'invite à passer en mode plein écran. Oui, ça va bien. Voilà. Messieurs, je vous laisse la main et je vous invite à vous présenter. Alors, bonjour. Clément Ribeiro, donc chef de projet pour Novancy, l'une des entités du groupe NVL. Je suis en charge aujourd'hui d'une grande partie des projets infrastructures chez nos clients. Je vais commencer par vous parler de ce qu'est un projet, puis ensuite vous parler des missions du chef de projet, plutôt même de toutes les personnes qui font du management de projet. Et on parlera un petit peu de méthodologie pour finir. Tout d'abord, un projet, c'est une entreprise qui est limitée dans le temps. C'est très important de savoir ça. Et qui a un seul but, c'est de créer un produit ou un service amenant une évolution à l'organisation. Un projet, ça a trois caractéristiques. Vous, généralement, je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu de gestion de projet, mais on parlait souvent de coût, délai, qualité. En fait, j'amène une nuance là-dedans. Cette notion-là, les trois caractéristiques sont coût, délai et contenu. Et le résultat de ces trois caractéristiques, c'est la qualité du projet. Un projet, ça ne se développe pas tout seul. Un projet, ça se développe en collaboration avec des parties prenantes, avec des sous-traitants, d'autres prestataires, avec aussi les utilisateurs, des utilisateurs clés, vous allez avoir des ingénieurs réseau, des ingénieurs système, etc. C'est une véritable collaboration pour mener à bien. Il faut une bonne collaboration pour mener à bien un projet. Et un projet se déroule sur un périmètre bien déterminé, qui sont le coût, le délai et le contenu. Le projet aussi, il faut savoir que lorsqu'on part, quand on définit un projet au début, il n'est pas précis. Et il va se préciser tout au long du projet.
avec ce qu'on appelle la gestion du changement, avec pas mal de petits détails qui vont, au fil de l'eau, se définir. Le projet, c'est à la fois donc la méthode et le changement. Moi, je rajouterais effectivement sur ce que vient de dire Clément, le fait que la collaboration est pour moi primordiale dans la gestion de projet. Tout simplement, sans collaboration, sans communication, mais on va y venir juste après, on peut avoir le contenu, le coût, le délai, il manquera quand même pour atteindre la qualité. Si on n'a pas cette collaboration, on n'atteindra pas la qualité qu'on veut, et tout simplement parce que dans un projet, effectivement, vous avez plusieurs acteurs, mais au final, qui est le plus concerné? Ce sont les métiers, ceux qui veulent voir le résultat du projet que vous allez mener, et on le fait en général pour les métiers, même si on a notre œil, on va dire, plutôt technique sur ce projet en termes de management ou de gestion, ou même sur la partie technique purement d'un projet. Les métiers, ce sont eux qui sont concernés, et si la collaboration avec eux n'est pas bien établie, la qualité ne sera jamais atteinte. Voilà. Exactement. Dans le management de projet, la collaboration et la gestion des ressources humaines, la gestion de cette collaboration-là est un pan extrêmement important du projet pour le mener à bien. Il y a quelques pièges qu'il faut éviter. Il y en a beaucoup, mais dans les grandes lignes, le premier piège, c'est une mauvaise définition des rôles et des responsabilités. Clairement, imaginons un changement, par exemple, et je pense qu'Adrien pourra mieux en parler que moi, un changement de RP, et vous allez mettre comme chef de projet fonctionnel le responsable informatique de votre entreprise. C'est pas forcément la personne adéquate pour mener à bien ce projet-là. Il faudra potentiellement mettre plutôt des ressources métiers. Ça peut paraître un peu étrange, mais en même temps, c'est eux qui ont la connaissance. Il y a une vision plutôt transverse. Mais effectivement, Clément, encore une fois, si on prend l'exemple de l'ERP ou d'un CRM, par exemple, qui sont deux logiciels quand même métiers au cœur d'une entreprise, et comme je viens de le dire, ce sont des outils métiers, donc destinés aux métiers, et mettre un responsable des systèmes d'information ou un directeur des systèmes d'information, c'est pas forcément l'idéal. Tout simplement parce que on associe toujours le logiciel au informatique entre guillemets au DSI ou au RSI, mais c'est pas forcément la meilleure solution. Alors effectivement, cette personne-là peut suivre le projet d'un point de vue technique et apporter ses conseils sur ces points-là, mais pour moi, c'est pas lui qui doit être porteur du projet ou sponsor du projet sur ce type de projet, bien sûr sur l'exemple de l'ERP ou du CRM. Adrien a donné une notion qui est très importante là, qui est la notion de sponsor. Notion très importante dans un projet. Lorsque nous sommes prestataires, donc nous intervenons dans les entreprises. Ne pas avoir de sponsor de la direction complique forcément le projet, notamment lorsqu'on a besoin de ressources type utilisateur clé, pour les sortir de leur métier, de leur quotidien, pour qu'ils prennent part réellement au projet. Si on n'a pas de sponsor, les utilisateurs ne viendront pas, généralement. Car pour eux, ils ont un métier et c'est ça qu'ils doivent faire tout le long de leur journée. Pour continuer là-dessus, un autre point qui est important, c'est que il faut pas chercher la perfection. C'est impossible. Et souvent, là j'ai marqué la loi pardon, j'ai noté la loi de Pareto, très importante. Un exemple, dans un projet de déploiement, là aujourd'hui je fais un projet de déploiement de poste de travail, j'utilise une méthode qui me prend peu de temps et qui me permet de traiter 80% de la prise de rendez-vous pour mon déploiement. Après avoir traité ça,
je vais prendre le temps de traiter les 20% restants où il y a des complexités pour prendre rendez-vous, surtout en ce moment avec la pandémie, avec la situation sanitaire que l'on connaît, et avec toutes les personnes qui sont en télétravail lorsqu'on peut déployer des postes de travail, par exemple, c'est extrêmement compliqué. Et lorsqu'on a une méthode qui marche, il faut l'utiliser et il ne faut pas avoir peur de se dire, bon, je traite 80% comme ça, les 20% restants, ben on va prendre plus de ressources, plus de temps, mais on va le faire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, ne pas chercher la perfection. Chercher le juste milieu, chercher vraiment le bien plutôt que le mieux. Et encore une fois, sur cette partie perfectionnisme, pardon, toujours effectivement en tant que chef de projet ou manager ou directeur de projet, on va aborder ces points-là juste après. Il faut garder à l'esprit que vous avez une vision effectivement de l'outil et de ce qu'il peut faire en collaboration soit avec des intégrateurs, soit pour un projet interne. Mais par contre, vous avez une certaine vision, vous, mais il faut garder à l'esprit de répondre aux besoins du métier. Et le métier, peut-être qu'il a une vision différente, lui, de ce perfectionnisme par rapport au résultat qu'il attend. Et donc j'en reviens encore une fois à la collaboration et à la communication qui est très importante. Vraiment garder cette communication avec les métiers, être à l'écoute. Alors bien sûr, après, à un moment donné, votre rôle, c'est de trancher et avec tous les périmètres qu'on vous a mis, hein, le coût, le délai qu'on a vu juste avant. Mais par contre, effectivement, toujours rester à l'écoute de ces acteurs-là qui finalement vont pratiquer et utiliser le projet que vous menez pour eux. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des formations en chefferie de projet, en management de projet en tout cas. Mais à une époque, on nous disait de faire un cahier des charges fonctionnel, très, très complet. Et il s'avère que pour certains projets comme les ERP, le CRM, c'est pas forcément nécessaire. On va plutôt penser une liste des grandes fonctionnalités plutôt qu'aller dans le détail. Parce que les éditeurs font à peu près tous la même chose et qu'il n'est pas bon. Il est souvent handicapant après de faire des développements spécifiques. Les éditeurs qui ont des années, des dizaines d'années de métier derrière eux ont l'expérience et généralement d'une entreprise à une autre, les processus qui sont déjà ancrés dans ces logiciels-là conviennent à quasiment la totalité des entreprises. Il n'y a pas besoin d'aller forcément chercher le critère très spécifique. Il y a potentiellement des moyens plus simples de traiter ce genre de process. Je ne sais pas si vous m'avez compris sur le message que je veux parler. On va dire c'est que le mieux est l'ennemi du bien, et surtout ce qu'on sait, c'est que beaucoup d'éditeurs, quand on parle d'un ERP, couvrent 99% des besoins de votre entreprise. Donc on rejoint la loi de Pareto des 20-80. Les autres process, il faudra peut-être les garder en version classique et pas les automatiser dans la gestion de notre projet. Est-ce qu'on peut un peu parler, messieurs, aussi de qui c'est le chef de projet, c'est quoi ses missions? C'est juste après. C'est justement pour ça. On en parle juste après. Je vais juste faire d'abord un point sur les difficultés que l'on peut rencontrer, comme la procrastination. Effectivement, il faut pas attendre au lendemain lorsqu'il faut agir. Il faut prendre les actions au bras le corps en temps voulu. En revanche, parfois, il sera nécessaire de prendre un peu de recul et d'attendre que certaines choses se résolvent toutes seules. Souvent, vous allez entendre dire, il est urgent d'attendre. Ça peut paraître idiot, mais en même temps, c'est quelque chose de tout de même important. Là, comme ça, j'ai plus d'exemples en tête, mais peut-être qu'il y en a un.
J'ai un exemple, effectivement, Clément. Un exemple sur ces deux derniers points pour passer ensuite à la suite. Procrastination et paralysie d'un projet, pour moi, ce sont deux choses qui peuvent s'allier. Alors, je m'explique tout simplement parce qu'effectivement, à un moment donné, on va vous demander d'attendre parce que les métiers, effectivement, vont ne pas être très clairs dans leurs demandes. Et à un moment donné, à l'inverse, on va vous dire aussi, moi, j'ai des délais, j'ai des coûts, donc ça va être plutôt la direction ou le sponsor ou celui qui va financer votre projet, et va vous dire, il faut aller vite. Vous avez plusieurs solutions. Soit effectivement, ben, vous mettez un petit peu la pression au métier pour qu'il puisse se décider. C'est peut-être pas la meilleure solution pour avoir un résultat fini. Mais à un moment donné, il va falloir que vous tranchiez avec tous les éléments qu'on a vus sur les premières slides, hein, que vous avez en main pour mener ce projet. Et sinon, vous avez une solution de lotissement de fonctionnalités. Le lotissement de fonctionnalités, ça peut être une bonne approche, une bonne entre-deux, entre guillemets, pour dire, bon, ben voilà, effectivement, on a tout un projet qui va prendre un certain temps, mais la direction veut que ce projet soit le plus rapidement possible mis en production et que ça tourne et qu'on puisse l'utiliser. Par contre, effectivement, dans un temps imparti qui n'est impossible à tenir dans un projet correctement, on va dire, établi. Et donc là, vous avez la solution du lotissement qui vous permet de mettre en production certaines fonctionnalités petit à petit et de mettre donc certaines fonctionnalités en production que vous pourrez utiliser et en parallèle continuer à développer votre projet pour aller pour répondre aux deux critères qui sont la procrastination et la paralysie du projet. Et pour en finir avec la paralysie, juste une petite chose. Quand on parle quand on dit qu'il faut communiquer sur les points forts et les réussites du projet plus que les points faibles ou les ratés, c'est simplement pour continuer à motiver le projet et faire en sorte qu'il avance. Même s'il faut traiter les points négatifs, il faut appuyer les points positifs pour pas avoir une perte de motivation et vraiment et avoir toujours une sorte de cohésion dans l'équipe projet. Autre point qui permet la cohésion, c'est la communication. Une mauvaise communication entre les membres, c'est un projet qui va droit dans le mur. Et tout ça, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure. Juste après, on va vous donner quelques petites astuces. La mission du chef de projet, en fait, la mission même dans le management de projet, vous avez différents rôles déjà dans le management de projet. Vous allez avoir un PMO qui est censé être dans une entreprise le service, ou en tout cas la personne qui va définir les méthodologies projet que vous allez utiliser, toute la trame en fait de vos projets. Ensuite, vous avez le directeur de projet qui lui a un portefeuille de projets à gérer et qui va avoir plutôt une vision macroscopique du projet, qui va pas s'intéresser forcément à la technique ou à l'avancée technique. Enfin, il va s'intéresser à l'avancée, mais pas vraiment véritablement aux détails. Et vous allez avoir le chef de projet qui va gérer, lui, toute ou une partie du projet. Je fais un exemple, il y a des projets, sur des projets qui sont de très grosse envergure, il se peut qu'un chef de projet ne soit présent et ne prenne en charge qu'une partie du projet sur l'ensemble des chantiers d'un grand projet. J'ai en tête un changement de projet, un changement de système d'impression, très gros changement avec 24 systèmes d'information différents que l'on réunissait en même temps. Sur ce projet-là, en tant que chef de projet, je traitais toute la partie déploiement et définition du système d'édition par système d'information. Et à côté de ça, il y avait un autre chef de projet qui traitait la partie mise en place de l'infrastructure, même définition de l'infrastructure. Et au-dessus de nous, il y avait un directeur de projet qui vérifiait et qui permettait en fait la cohésion entre les différents chantiers. Et être chef de projet, c'est pas uniquement des méthodologies. C'est tout d'abord un savoir-être. Avoir les méthodes, c'est bien, mais il faut être intelligible, savoir vulgariser l'information
technique et opérationnelle, réussir à vraiment transmettre l'information aux personnes. Il faut avoir une position, une stature, une posture. Il faut être sûr de soi. Il faut aussi se rendre disponible et accessible aux différentes équipes et pas uniquement aux clients. Et il faut savoir déléguer en toute confiance et ne pas oublier la reconnaissance de vos équipes. Personne qui fait bien son travail, qui a véritablement fait avancer le projet, faut pas oublier de lui dire merci. Oui, effectivement, Clément, tu as raison sur ces points. Moi, je rajouterais que à retenir, vous êtes en fait finalement le pont entre la direction ou le sponsor, peu importe, hein, le financeur entre guillemets, et les métiers, et la technique, et les sous-traitants. Vous êtes en fait finalement au milieu de tout ça et vous devez être en capacité de manager entre guillemets tout ça par ces différents savoir-être euh, qui sont donc l'intelligibilité, la stature, la disponibilité, le management. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut effectivement s'adapter aux différentes personnes ou responsabilités que vous avez en face de vous et savoir prendre les bonnes décisions et avoir donc effectivement une certaine autorité quand il faut et une certaine disponibilité dans une autre. Voilà, donc à retenir, c'est que entre tous ces acteurs-là, c'est vous qui devez mener et c'est vous qui avez finalement le dernier mot sur ce projet, sur la durée du projet, et donc tenir la barque en fait pour mener à bien le projet. Et ça, peu importe si vous êtes en maîtrise d'œuvre, en maîtrise d'ouvrage, peu importe votre position en fait, dans le projet, côté prestataire, côté client, peu importe. Savoir-être, c'est vraiment le profil du chef de projet. Un projet, il faut arriver, il faut arriver à le rendre lisible en un seul coup d'œil. Savoir, ouais, par exemple, cette slide-là, c'est une slide que j'utilise sur tous mes projets. Simplement pour rappeler à chaque comité, et on en reparlera des comités juste après, à chaque comité, pouvoir faire un rappel sur le périmètre, sur les livrables attendus, sur les parties prenantes, sur le planning. Il faut qu'en un seul coup d'œil, on sache où on en est et où on va. Un projet, ça se structure et c'est à vous de le structurer en tant que lorsque vous faites du management de projet. Une structure, c'est d'abord un organigramme. Et un organigramme, ça peut être très étrange. Comme je le disais tout à l'heure, au tout début, un projet, c'est une entreprise. C'est véritablement une entreprise. Certes éphémère, mais une entreprise quand même. Et l'organigramme peut ne pas suivre l'organigramme de votre société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le chef de projet peut être au-dessus, dans l'organigramme du projet, d'une personne hiérarchiquement dans l'entreprise au-dessus d'elle. Ensuite, il faut absolument, lorsqu'on va découper le projet en différents chantiers, y ajouter, en tout cas, y définir pour chaque chantier les responsables et les acteurs. Au minimum, responsables et acteurs dans le RACI. Savoir qui fait quoi et qui valide. Là, je vous donne un petit exemple d'une découpe d'un projet. Alors, c'est un projet d'infrastructure. Et vous avez des chantiers qui vont être transverses, d'autres chantiers qui vont être transverses et qui vont être là tout le long du projet, et d'autres chantiers qui vont être éphémères réellement, hein, qui vont avoir une fin avant le projet. Typiquement, le chantier réseau local, par exemple, c'est un chantier que vous allez qui avoir un début, une fin à l'intérieur du projet. Mais le chantier de pilotage et communication est un chantier qui va suivre tout le long du projet. C'est un exemple, mais c'est très important de réussir à découper ça. Par exemple, vous avez un chantier qui est le chantier ingénierie de déploiement et de migration,
on va définir la méthode de mise en production, en fait. Et vous allez avoir le chantier de déploiement. Donc, il y a le chantier d'ingénierie de déploiement qui pense le déploiement et le chantier de déploiement qui fait le déploiement. Une autre vision d'une structure de projet, où là, vous voyez comment s'enchaînent les différents chantiers ou les différentes étapes. Vous avez la planification qui va être tout au long et à partir du lancement, vous allez avoir par exemple une homologation avec les tests, la vérification des adhérences, les tests et la validation. Vous allez avoir toute la partie technique, où vous allez avoir l'inventaire technique et fonctionnel, la définition de la solution, le déploiement et migration, l'accompagnement au changement jusqu'à la vie courante. Tout au long de ce projet-là, vous allez communiquer, vous allez piloter le projet et vous allez avoir la partie ingénierie où les ingénieurs vont créer une architecture et mettre en place des plateformes d'intégration, des plateformes de production ou des plateformes de test. Tout dépend de votre projet. L'importance là à retenir effectivement sur tout ce qu'a dit Clément, c'est de bien retenir que un projet, c'est pas un début, une fin, et à l'intérieur, on traite tout d'un seul trait. C'est bien penser que le découpage de petites fonctionnalités ou d'organisation, comme la communication et le pilotage par exemple, c'est important pour bien découper et bien avoir une structure de vos fonctionnalités ou de vos tâches pour mener à bien votre projet sans tout mélanger et surtout, de toute façon, vous allez être un petit peu dans l'obligation de faire ça, déjà pour avoir une vision plus claire et vous aurez sans doute pas les mêmes acteurs à chaque fonctionnalité. Ça vous permettra de savoir vraiment où vous en êtes. Si vous faites une seule flèche qui va du début jusqu'à la fin en regroupant toutes ces fonctionnalités, toutes ces informations sans découpage, et bien finalement, le risque, c'est de se perdre dans le projet et de ne pas savoir où vous en êtes et de ne pas savoir qu'est-ce qui est terminé et d'avoir une mauvaise communication avec les intervenants parce que trop mélangé, trop éparpillé. Donc vraiment découper. Alors cette structure-là, on pourrait dire que c'est un peu d'agilité finalement. Mais on pourrait le retrouver dans d'autres méthodologies de projet, mais en tout cas, voilà, bien retenir qu'il faut découper, mettre un début, une fin sur chaque case que vous allez découper et vous aurez des interlocuteurs privilégiés dans chaque point que vous allez traiter. Et vous pouvez garder par contre une communication générale avec un pilotage général où vous faites des points avec des copies et des coproches, mais ça, Clément va en parler juste après, pour faire des points d'étape à chaque fonctionnalité et ensuite un point global pour présenter à tout le monde où est-ce qu'on en est sur les points que les autres personnes ne traitent pas et qui ne sont pas conviés sur certaines fonctionnalités. Et ça permet aussi de savoir à qui on s'adresse, puisque à chaque brique du projet, chaque chantier, on va mettre un responsable, on va mettre un acteur. Et c'est ce qui importe le plus, en fait. Savoir à qui on s'adresse et qui doit faire quoi. Ne pas se mélanger. Autre point important dont on parle depuis tout à l'heure, c'est la communication dans le projet. Créer un plan de communication. Avoir des outils qui vous permettent de passer l'information, d'échanger, de collaborer réellement. Avoir une gestion documentaire. Typiquement, un emplacement de partage avec potentiellement une matrice qui vous, une sorte de chrono qui vous permet de dire, mais voilà, tel document a été fait telle date et il est là. Pour qu'on puisse toujours le récupérer. Et puis, on communique pourquoi? Parce qu'il y a des parties prenantes et qu'il faut organiser cette communication-là. Dans le plan de communication, vous allez prévoir des comités, une sorte de réunion où vous allez assez régulière. Alors, tout dépend du projet, hein. Ça peut être compliqué dans des projets un peu courts de mettre en place des comités réguliers, mais dans ce cas-là, il faut s'adapter. Simplement faire des comités aux besoins, c'est faisable dans des projets très courts, mais dans des projets qui sont longs, comme le changement de ERP par exemple, vous allez pouvoir placer des comités très réguliers, une fois par semaine par exemple, puis vous allez les accélérer si besoin, si vous voyez qu'il y a des difficultés ou autre. Quand il y a des difficultés, il ne faut pas hésiter à faire, ça peut paraître bizarre,
de passer plus de temps en réunion quand il y a des difficultés, mais c'est parce que c'est extrêmement important pour donner de la visibilité, pour comprendre ce qui se passe et potentiellement agir en mettant plus de ressources ou voilà. C'est très important. Le Effectivement, premier comité dans. pardon, Je t'en prie. excuse-moi Clément, effectivement ce que dit Clément est très important. Alors ça peut paraître très chronophage dans un projet, mais c'est très important et surtout ça va vous apporter beaucoup de légitimité et d'organisation. On va voir que vous êtes très organisé, que vous suivez les choses, que vous avez donné des actions à euh, chaque personne responsable de sa partie dans le projet, que vous êtes le chef d'orchestre finalement de cette mise en place de ce projet-là et que vous faites des comptes rendus derrière, qu'il y a un vrai suivi et ça vous permet de poser votre légitimité. On revient effectivement à ce qu'on disait sur le savoir-être. Ça, pour moi, ça fait partie de votre stature et de votre management. Alors effectivement, ça peut être chronophage, ça peut être beaucoup de documentation, beaucoup d'outils. Il ne faut pas s'y perdre non plus. Mais c'est vraiment un point important dans le suivi de projet qu'il faut vraiment mettre en place pour pas perdre de vue le projet tout au long de la vie du projet, pour savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a fait à tel moment, et surtout si derrière il y a un problème dans le projet, eh bien vous pouvez vous reporter à tous ces comités de pilotage, comités opérationnels pour dire, voilà, nous, on a fait ça à tel moment, j'ai donné des directives à tel moment, à telle personne, ça n'a pas été fait, je suis légitime dans le projet, j'ai fait mon boulot de chef de projet ou de directeur de projet. Derrière, ça n'a pas suivi. On sait où est-ce qu'on peut aller chercher la faute et régler le problème surtout. C'est pas d'incriminer les gens, mais c'est surtout d'aller plus vite pour régler le problème et avancer dans le projet. Après, toute proportion gardée, hein, il ne faut pas non plus rentrer trop dans le détail. Quand vous êtes chef de projet et que vous devez avoir une vision un peu plus macroscopique que l'ingénieur qui va travailler sur le système, par exemple, vous n'allez pas vous allez pas prendre, par exemple, dans ce suivi des actions, vous n'allez pas lui dire, il faut absolument monter telle fonctionnalité comme ça ou comme ça. C'est pas votre métier, c'est pas votre travail. Là, si on revient sur le savoir-être, c'est la confiance. Il faut avoir confiance en ces ingénieurs, aux personnes à qui on délègue des tâches aussi. C'est important. D'ailleurs, souvent, quand je fais du suivi d'action, j'utilise simplement l'outil Teams. Je mets l'action en gros, vraiment le but général de l'action. Je rentre les détails de ce que me disent mes ingénieurs, mais je vais pas être, on n'est pas, on va pas être réellement juge du travail des ingés, puisque c'est eux qui ont la maîtrise technique. Il faut avoir confiance en eux. C'est important. Autre chose, je vous marque ici comité opérationnel. C'est un nom. Faut pas se formaliser là-dessus. Mes comités que je produis toutes les semaines pour un client, je les appelle les coops, comités opérationnels, où très régulièrement, donc là j'avais marqué par exemple chaque lundi de 10h à midi, ça dure 2 heures, ou 1 heure, ou peu importe, tout dépend du projet et du nombre de personnes, mais là on en est à l'opérationnel, et on va avoir uniquement les chefs de projet, techniques et fonctionnels, les ingés, potentiellement les responsables de communication lorsque vous avez de la com à faire, c'est important de les inclure, potentiellement les utilisateurs clés, ça peut être important aussi pour soulever des points, pour arbitrer sur des points qu'on peut arbitrer en coop, c'est-à-dire que ça ne touche pas coût, délai ou contenu. Et pendant ces comités, donc on fait le suivi d'avancement, on coordonne les équipes, on remonte les difficultés, on essaie de les traiter si l'on peut, si ça touche pas le coût, délai, contenu, encore une fois. Et on fait la gestion des modifications, puis on fait de la micro-planification. Ensuite, vous allez avoir les comités qui vont être un peu moins réguliers, par exemple 2 fois par mois ou 1 fois par mois, tout dépend véritablement du projet en soi, il faut s'adapter. Et ces comités-là, eux, sont là pour la direction du client, pour véritablement communiquer
pour faire un point sur l'atteinte des objectifs, définir les objectifs de la phase suivante, faire un point sur les difficultés rencontrées et surtout sur l'efficacité des solutions mises en place, sur prendre des décisions sur les éventuels points à arbitrer et surtout faire l'analyse des écarts. Et l'analyse des écarts, je vais insister un petit peu là-dessus. C'est aussi ça qui vous permettra de terminer les projets, même si vous avez l'impression de ne pas l'avoir terminé. Il faut parfois accepter qu'il y ait des écarts par rapport à ce qui a été pensé au début. Comme on l'a dit à la toute première slide, un projet, il se précise tout au long de sa production. Et donc, il y a forcément des écarts par rapport à ce qu'on a pensé au début. Le comité de pilotage, finalement, et on terminera par ça, et ensuite, si vous avez des questions, c'est vraiment un point d'étape régulier dans le projet, mais avec plus de hauteur. Le comité de projet, c'est plutôt la vie du projet, les problèmes techniques, les remontées des ingés, les remontées des prestataires si vous travaillez avec un prestataire, les remontées des métiers. Le comité de pilotage, c'est plus pour faire passer des messages et faire des points d'étape sur le mois en cours ou les 2 mois, ou tout dépend la fréquence que vous voulez mettre. Et est-ce qu'on respecte ça le qu'il faut retenir. Voilà, exactement. Un bilan finalement de l'avancée du projet en reprenant tout ce qu'on vous a dit au début d'une des premières slides, hein, le contenu, le coût, le délai et la communication, donc, qui est importante pour faire passer les bons messages. Et avant de passer aux questions, juste une petite chose. On ne vous a pas parlé de méthodologie à proprement parler, on ne vous a pas parlé de Prince2, on ne vous a pas parlé de PMBOK, on ne vous a pas parlé d'Agile. Adrien a dit le mot, mais on n'en a pas vraiment parlé. On n'a pas parlé non plus de cycle en V, d'effet tunnel, etc. Pourquoi on ne vous parle pas de ça? C'est simplement parce que pour moi, la méthodologie, et Adrien, je pense que partage cet avis, ne fait pas la gestion de projet. La méthodologie, c'est juste des outils et qu'il va falloir adapter et s'adapter. Vous allez apprendre des choses qui sont très scolaires dans une formation, mais qui ne seront pas forcément applicables à la lettre sur tous vos projets. Des exemples, il y a par exemple, là, je travaille sur le changement d'un ERP chez un client, le prestataire qui développe la solution et utilise des méthodes agiles, mais nous, en définition de projet, en définition de la solution, etc., on est plutôt en cycle en V. Mais c'est pas parce qu'on est en cycle en V qu'on a l'effet tunnel, parce qu'on fait des comités justement extrêmement réguliers. On fait participer les utilisateurs clés. N'ayez pas peur de mélanger, d'adapter les méthodes qu'on vous apprend. À la fin, vous aurez vos propres méthodes et vous allez voir que vous allez pouvoir vous adapter à tout type de projet, ou quasiment. Effectivement, il faut prendre les concepts de toutes ces méthodologies et vraiment les adapter à chaque entreprise, à chaque vie d'un projet, à chaque projet. Effectivement, si on parle de logiciels, par exemple, hein, de RP, de CRM, on va avoir des méthodologies qui s'adaptent mieux que d'autres, mais vraiment, suivant les interlocuteurs que vous allez avoir en face, suivant le métier que vous avez, suivant si vous travaillez avec des sous-traitants ou des prestataires ou des intégrateurs, ça va vraiment être différent et il va falloir effectivement adapter une méthodologie, prendre la base d'une méthodologie ou de plusieurs et l'adapter à votre projet. C'est ce qui est le mieux, ce qui fera une meilleure réussite de votre projet. Mais la base de tout reste la fonction de planifier, déléguer, motiver le projet. Et ça, on le retrouve dans toutes les méthodes. Tout à fait. C'est vraiment appliqué Prince2, hein, c'est vraiment, mais bon. On le retrouve dans toutes les méthodes. Merci Clément, merci Adrien. Donc vraiment, le retour qu'on a de nos équipes, c'est qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, on disait que le chef de projet, c'était un one-man band, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ce chef de projet, la gestion de projet, c'est plus un chef d'orchestre, voire un arbitre, qu'un homme à tout faire dans l'entreprise et dans le projet. Donc ça, c'est vraiment le point clé. Et nous, avec l'expérience qu'on a avec toutes les entités du groupe NVL et dans nos formations, c'est ce qu'on travaille. Comme Adrien et Clément l'ont évoqué, on parle de méthode,
mais on parle aussi de l'homme et des femmes qui font ce métier de tous les jours et qui travaillent avec vous sur un projet. Donc c'est vraiment notre point clé de notre approche pédagogique et des différents éléments qu'on met en place. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais reprendre un peu les questions qu'on a eues dans le chat entre-temps. Il y avait une question, est-ce qu'on ne se retrouve pas dans des situations de réunionite aiguë avec tous ces points de passage que vous avez? Qu'est-ce que vous conseillez, Adrien, Clément, pour éviter de faire trop de réunions? Tu commences, Adrien, ou je commence? Bon, alors je vais parler. Il n'y a pas vraiment de... Alors, mon conseil, c'est de savoir s'adapter. C'est vraiment... J'ai l'impression de ne pas répondre réellement à la question, mais pour moi, c'est vraiment ça la clé du combat, c'est savoir s'adapter aux situations. C'est le plus important. Et parfois, vous allez tomber sur des directions qui ont demandé d'être rassurés. Et pour être rassuré, il n'y a rien de mieux que de faire des comités et de se réunir autour d'une table et de faire passer des messages. Il ne faut pas voir ça comme de la perte de temps. Après, il faut s'adapter aussi sur le temps de travail, le temps à produire, qu'il ne faut pas négliger non plus. Il faut réussir à trouver le juste milieu. Et ça dépend de vos interlocuteurs comme du projet. Effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la présentation. Les copiles et les coproges, ça va être chronophage, ça c'est certain. Mais c'est très important, tout simplement parce on aborde des points clés. Si vous n'en faites pas, ou si vous en faites très peu, le risque c'est, ok, j'ai pris les demandes des métiers, j'ai compris à peu près ce qu'ils voulaient. Je passe le relais à la partie technique qui va mettre en place, moi, ce que j'ai compris des métiers. Donc, je traduis finalement, et ça, c'était une partie du savoir-être, je traduis ce que les métiers m'ont confié comme information en langage technique pour que la partie technique comprenne ce qu'ils veulent. Ils font ce développement-là, ils mettent en place ça, et derrière, donc, on ne fait pas de coproche, on ne fait pas de copile, donc on évite, comme vous dites, la réunionite. Et derrière, on se retrouve avec un produit livré. Donc, nous, on est content du résultat. Et les métiers, ils disent, ah, mais non, c'est pas du tout ça que je voulais. Ce bouton-là, je le veux pas là. Je veux pas que ça fasse ça comme ça. Je l'avais imaginé différemment. Donc, le fait de faire ces copies et ces coproches permettent de faire des points d'étape, vraiment de contrôler, de vérifier. Alors, en plus, avec tout ce qui est le coût, le délai, etc. Mais ça permet de vérifier aussi si on est dans la bonne vision de ce qu'attendent les métiers. Il faut toujours penser que le résultat que vous allez produire, c'est pour les métiers. Et donc, si on ne fait pas ces réunionites, entre guillemets, on peut aller dans le mur en ne faisant pas ça. Et je vais rajouter juste une petite chose. Des exemples dans des projets que je mène aujourd'hui, sur des projets d'infrastructure, j'ai plutôt mené des coops et je vais les déclencher, les coops. Je vais pas les mettre, je vais pas en faire des réunions récurrentes. Je vais les provoquer au besoin parce que le délai est extrêmement court. Pareil pour les copies. Alors là, les copies, je vais les déclencher réellement qu'au besoin. Mais ça, c'est pour des projets typiquement très courts de quelques semaines, Alors, où la rencontre avec la direction est compliquée. après, attention, sur ces comités, on ne vous demande pas d'y passer 2 heures. Hein. C'est vraiment il faut être efficace, rapide et attaquer des points clés. Vous avez une checklist, il faut passer la checklist en revue et vous descendez tous vos points et vous faites un compte-rendu et c'est terminé. C'est sûr qu'il ne faut pas y passer une demi-journée, une matinée ou une après-midi à faire ces coproches. Les copiles, à la limite, peuvent être un peu plus longs, mais ça, ce sont des choses qui sont beaucoup plus espacées, comme on vous l'a présenté dans le temps sur un projet. Mais c'est vraiment pour prendre des décisions, là. C'est pour prendre des décisions et faire un point d'étape, plutôt direction, donc planning, délai, coût. Est-ce qu'on est encore dans les coûts? Est-ce qu'on est encore dans le délai? On n'a pas trop dépassé? Est-ce qu'au niveau de la planification, on est toujours aussi bon? Voilà, c'est deux choses différentes. La vie courante du projet, ce sont des points techniques qu'il faut aborder, mais très rapidement pour dire, OK, on est bon, on continue.
Pour, Pour terminer ces là-dessus, retours. juste pour terminer là-dessus, je termine juste un petit point. Sur un des projets que j'ai, je prévois un coop de 2 heures toutes les semaines. Et en fait, le coop, finalement, c'est une demi-heure à 1 heure, grand maximum. C'est pas si long que Ok. ça. Non, mais ce qu'on peut retenir de vos retours, c'est que quelque part, il faut que ce soit le chef de projet qui donne le rythme sur ses réunions et ses points de cadrage, et que chacun d'entre eux soit très bien préparé sur les différents points qui vont être abordés, comme, comme toute réunion quelque part. En fait, de cadrer les éléments. L'autre point important, c'est que souvent ces réunions peuvent donner suite à des ventes additionnelles, quand on vend de l'IT ou autre, et à des points de livrables aussi qui sont importants. On l'a pas évoqué là, dans la contractualisation de la gestion de projet, c'est aussi un point important. Et ce sera Oui. un peu le point de la fin là-dessus, parce qu'on on a un peu dérivé au niveau du temps. Rappelez-vous qu'aussi, le gestion de projet, c'est quelque chose qui fait vivre votre contrat avec votre client. Et ça vous permet de vérifier des engagements que vous avez et de vérifier la qualité de ce qui va être livré. Donc c'est un point important pour ne pas avoir de problème à la fin de la livraison. Je dirais à Ça, c'est votre un point. client, mais aussi avec votre prestataire si vous êtes côté client. Inversement, Voilà. ça marche aussi. Et c'est un point qu'on n'a pas, on a oublié d'insister, c'est que la gestion de projet, c'est un tango à deux. Il faut que votre client, quand vous êtes chef de projet, donc vous en avez deux, vous avez vos fournisseurs, vos clients internes dans votre structure, et votre client externe chez qui vous allez intervenir ou avec qui vous intervenez. Ben ça, il faut pouvoir danser tous ensemble. Donc ça, c'est important qu'ils soient aussi partie prenante et que vous rappelez les règles à ces gens-là. Voilà. La règle qu'on avait nous ensemble, que ça dure 30 minutes, on l'a dépassée. Donc, je vais remercier Adrien et Clément d'avoir pu être présents pour échanger avec vous. Je vous remercie pour ces questions. Le webinaire sera de nouveau consultable en ligne. N'hésitez pas à revenir vers nous. Les formations en gestion de projet, on en organise tous les trimestres. N'hésitez pas à voir notre planning. Adrien et Clément ont été entre autres formés chez nous et sur d'autres méthodes. Donc voilà, c'est des retours qu'on a pour l'expérience terrain et c'est toujours notre approche dans la formation. Voilà, nous vous remercions. Merci. Et bonne journée à tous. Bonne journée.